Donc, nous allons parler aujourd'hui de la prévention et de la gestion des maladies des chevaux âgés. Donc, tout d'abord, donc, on va rappeler un petit peu finalement ce qu'est un cheval âgé. Et puis, alors, on ne pourra pas être exhaustif puisqu'on n'a que 20 minutes, mais on parlera plutôt des affections qui sont à l'origine de signes cliniques dermatologiques. On verra aussi l'asthme équin sévère, donc on appelait avant communément la pousse. On parlera des problèmes locomoteurs et en particulier de l'ostéoarthrose, et puis des problèmes donc dentaires et d'amaigrissement. Donc tout d'abord, un cheval âgé, qu'est-ce que c'est? Et quand débute la vieillesse. Donc classiquement, dans les études, on considère qu'un cheval est âgé à partir de 15 ans. Et ça, je vous invite à regarder la webconférence qui a été réalisée par ma collègue ici présente, Charlotte Gale, concernant toutes ces données chiffrées. Mais donc, à partir des données CIR, on a pu montrer qu'en France, l'espérance de vie moyenne des chevaux était de 18 ans, même si bien évidemment, il y en a qui peuvent aller beaucoup plus loin que ça. Et puis, c'est finalement, il y a une forte variabilité entre les individus et c'est difficile de donner un âge à partir duquel on considère que ce cheval-là est âgé, puisque il y a des différences donc d'un point de vue génétique. Donc, par exemple, entre un âne et un cheval, ce ne serait pas la même chose, ou entre un âne et un poney. Quand même, souvent, les poneys sont un petit peu plus résistants. Ça dépend aussi de leurs conditions de vie, de leur utilisation. Si on prend par exemple un cheval de sport, bah forcément, ses articulations auront été plus fortement sollicitées au cours de sa vie qu'un cheval de randonnée, par exemple. Et donc, du coup, peut-être que son appareil locomoteur sera plus vieillissant, alors qu'au contraire, il aura été hébergé plutôt au pré, et donc, du coup, il aura peut-être un appareil respiratoire en meilleure forme, on va dire, qu'un cheval qui aura été hébergé toute sa vie à l'intérieur. Donc, ce qui est en tout cas commun à ces vieux chevaux, c'est que ils ont donc ce qu'on appelle, ils sont à une immunosénescence, c'est-à-dire que leur système immunitaire finalement devient moins efficace du fait de son vieillissement, et ils ont donc des capacités de défense qui sont diminuées vis-à-vis des infections bactériennes ou virales, et donc du coup ils ont un risque d'infection qui est accru, et c'est pour cette raison qu'il est important de garder chez ces équidés une vaccination régulière, donc notamment vis-à-vis des trois grandes maladies contre lesquelles on vaccine, donc la grippe, la rhinopneumonie et le tétanos, sachant qu'il faut savoir aussi que les vieux chevaux, de manière générale, répondent moins bien aux injections vaccinales, développent une immunité moins forte par rapport aux jeunes chevaux suite à une vaccination. Donc c'est souvent ce qu'on entend un petit peu. Bon bah il est vieux, il a été vacciné toute sa vie contre la grippe et donc du coup manifestement il est protégé. On n'a plus besoin de le vacciner. En fait cette protection, elle ne dure pas dans le temps, et c'est important de garder cette vaccination, notamment si les vieux chevaux sont amenés à être en contact avec des jeunes chevaux qui sont plus à risque, par exemple parce qu'ils sortent en concours, ce genre de choses. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser aux signes dermatologiques, aux problèmes dermatologiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Donc, donc, ce qui est important, c'est quand même de continuer à brosser son cheval, puisque c'est finalement le moment où on peut vraiment observer de manière minutieuse des signes au niveau de la peau ou des poils. Donc, il faudra regarder est-ce qu'il y a une présence de masse, parce qu'on va voir que chez les chevaux âgés, bah, forcément, les tumeurs cutanées sont plus fréquentes. Est-ce qu'il y a des défauts donc de mue,
ou un poil qui est anormalement long et rêche? Est-ce qu'il y a donc des croûtes ou des suintements? Et ce qui est important aussi, notamment pour les chevaux qui sont couverts en hiver, ce qui est fréquemment le cas pour les vieux chevaux, de retirer régulièrement la couverture et puis de brosser le cheval pour voir si en dessous de la boue, il n'y a pas des croûtes et ou des suintements. Ou est-ce qu'il se gratte? Est-ce qu'il a des squames ou des crins abîmés? Donc, ce qui est la même chose hein, finalement que pour les chevaux plus jeunes. Donc tout d'abord, on va parler donc du syndrome de Cushing. Donc ce n'est pas une maladie à proprement parler dermatologique, c'est une maladie endocrinienne, donc une maladie générale qui est due donc à des troubles hormonaux. En fait, donc si on regarde le cheval sain, donc à la base du cerveau, il y a donc deux petites glandes qui sont appelées l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus, en fait, elle contrôle l'hypophyse et donc ce qui permet d'avoir une sécrétion par l'hypophyse d'ACTH, qui est une protéine, qui est régulée. Et cette ACTH, elle contrôle également la production de cortisol par une petite glande qui est appelée la glande surrénale qui est à côté du rein et donc qui va produire le cortisol. Sur un cheval donc atteint du syndrome de Cushing, finalement, cet hypothalamus va euh, dégénérer et donc du coup perdre finalement son rôle de contrôleur, de régulateur de l'hypophyse. Et de ce fait, l'hypophyse, elle va grossir en taille, notamment une partie de cette hypophyse, et elle va sécréter en très grande quantité cette protéine, la CTH. Et de ce fait, cette ACTH va stimuler la production de cortisol, qui va être également produite en plus grosse quantité et qui va être à l'origine des signes cliniques qu'on observe dans le syndrome de Cushing. Donc, ce syndrome de Cushing, c'est une dominante en gériatrie équine. Si on prend, donc c'est plutôt des études qui ont été faites au Royaume-Uni, mais si on prend tous les équidés, finalement, 0,5% des équidés sont atteints par le syndrome de Cushing sur la population totale. Donc ça peut exister chez les jeunes chevaux, même si c'est beaucoup plus rare. Ensuite, si on prend la population, je suis désolée, j'ai oublié de mettre les pourcentages, ils ont disparu. Donc si on prend les chevaux âgés de la population des chevaux âgés de plus de 15 ans, là on monte à 30% des équidés qui sont atteints par cette maladie, donc qui présente en tout cas un test sanguin, donc qui consiste à doser la CTH, qui montre qu'ils sont atteints, pas forcément de signes cliniques. Et si on prend ensuite la population de plus de 30 ans, là on monte à 40% des équidés qui sont atteints. Si on regarde un petit peu les signes cliniques, donc oui, donc je l'ai placé finalement dans la dermatologie, puisque finalement le signe le plus évident, c'est l'hirsutisme avec un poil long et rêche, des retards de mue ou des mues incomplètes qui peuvent être en début d'évolution régionale et puis ensuite se généraliser pardon, à l'ensemble du corps. Et on peut aussi avoir une sudation excessive, même sans un poil plus important. Donc ça, c'est vraiment, ces signes dermatologiques, c'est vraiment 100% des chevaux qui ont ce poil hirsute et ce retard de mue ont un syndrome de Cushing. Donc c'est vraiment un paramètre très important à suivre. Bien évidemment, en début d'évolution, c'est souvent moins évocateur. Il y a des signes un peu plus difficiles à mettre en évidence. Ensuite, la deuxième chose, c'est que environ 50% des chevaux qui sont atteints par ce syndrome de Cushing présentent une fourrure chronique avec des épisodes aigus. Ce qu'on observe aussi, c'est une augmentation de la prise de boissons et de l'émission d'urine, ce qui est quand même pas si facile à mettre en évidence quand on a un cheval qui est hébergé en groupe et à l'extérieur. Donc ça, c'est voilà, un signe moins facile à avoir. On a aussi une fonte musculaire, un amaigrissement et une distribution anormale des graisses. On va voir des photos
après. Ce qui finalement, ce sont des signes, à la fois les signes dermatologiques, parce que souvent chez le vieux cheval, on a quand même une modification de la qualité du poil, et puis on peut avoir cet amaigrissement, cette fonte musculaire. Et donc souvent, il y a une confusion entre des signes normaux du vieillissement et ce syndrome de Cushing. Et je pense que du coup, si on a un doute, il faut vraiment faire un test assez rapidement pour ensuite pouvoir améliorer la qualité de vie du cheval. Et puis ces chevaux-là, donc en plus de l'immunosénescence qui est caractéristique des chevaux âgés, et ben ces chevaux-là aussi vont avoir encore plus un système immunitaire qui fonctionne mal. Et donc c'est des chevaux qui sont soumis, qui sont sujets aux infections opportunistes. Opportunistes, ça veut dire que c'est des choses, des bactéries qui sont présentes dans l'environnement normal du cheval, mais eux vont être plus sensibles et développer des pathologies associées. Et puis, donc, des chevaux qui peuvent être un peu mous, apathiques et pas être. Regardez, enfin, j'ai un trou sur le mot. Excusez-moi. Et pareil, l'apathie, finalement, ça peut être aussi quelque chose qu'on a l'impression que c'est normal chez un vieux cheval. Donc voilà, il faut pas. Il faut bien faire la différence et se poser la question, est-ce que mon cheval, il n'est pas juste vieux, il a peut-être aussi une maladie associée. Donc là, je vous ai mis quelques images de chevaux atteints du syndrome de Cushing. Donc, celle en haut à gauche, donc forcément, là, on est à un stade qui est avancé. Là, bon, enfin, en fait, toutes celles que j'ai mis, c'est un stade quand même avancé. Là, on a vraiment une fonte musculaire importante, avec des problèmes de nu, avec des poils un petit peu ici, et puis un gros ventre. Ici, on a ce que je vous avais parlé de la distribution anormale des graisses, avec une accumulation ici de graisse au niveau des salières. Et ici, on a donc une jument, on a voilà, un léger hirsutisme. On est en début d'évolution. En tout cas, les signes ne sont pas très évocateurs. Mais donc voilà, c'est important de regarder attentivement. Et en plus, sur cette jument, on a aussi donc des boulets qui descendent très bas parce que le syndrome de Cushing peut être aussi à l'origine d'une laxité tendineuse. Donc on a parlé un tout petit peu, donc je ne vais pas aller dans les détails sur le diagnostic qui consiste à faire une prise de sang. Dans la plupart du temps, c'est un dosage de la CTH. Après, les résultats peuvent ne pas être évocateurs et dans ce cas-là, on peut faire d'autres tests. Et donc concernant le traitement médical, donc c'est donc le pergolide qui aujourd'hui a une AMM donc chez les équidés. Donc ça ne permet pas de guérir le cheval, c'est une maladie chronique et progressive qui va donc ça va se dégrader au fur et à mesure. Mais ça permet simplement d'améliorer la qualité de vie du cheval. Comment ça fonctionne en fait? On avait dit que c'était l'hypothalamus qui ne fonctionnait plus et qui régulait l'hypophyse. Et en fait, elle régulait l'hypophyse en sécrétant de la dopamine. Et en fait, le pergolide, ben, il fonctionne de la même façon que cette dopamine. Donc, ça va permettre de réguler notre hypophyse. On a vu qu'il y avait une baisse d'immunité, donc d'autant plus chez ces chevaux atteints du syndrome de Cushing, la vaccination régulière est importante. De même, une vermification régulière. Euh, Contrairement aux vieux chevaux sains, on va dire, où il n'a pas été montré que ces chevaux étaient plus parasités que de jeunes chevaux. En revanche, ça a bien été montré pour le syndrome de Cushing que ces chevaux sont plus sensibles aux parasites et sont plus parasités. Voilà, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas quand même raisonner cette vermifugation et réaliser des coproscopies comme pour les autres chevaux. Ensuite, ben, si on a vraiment un hirsutisme important, bien sûr, tondre éventuellement le cheval en été s'il en a besoin. Et pour les chevaux, donc, on peut avoir associé au syndrome de Cushing un phénomène d'insulinorésistance. Dans ce cas-là, il faudra faire une autre prise de sang pour vérifier ça. Et on a vu que 50% des chevaux peuvent être atteints du syndrome de Cushing. Dans ce cas-là, il faudra limiter l'apport en amidon chez ces chevaux. Et pour cela, je vous invite à regarder la webconférence de mon collègue Alexandre Kempfer sur l'alimentation du cheval senior.
Donc ensuite, je voulais faire un petit focus sur l'infestation par les poux qui concerne souvent soit les jeunes chevaux, soit les vieux chevaux, du fait aussi qu'ils sont un peu fragilisés avec une qualité de poil et puis une immunité au niveau de la peau qui est moins importante. Donc ces parasites, contrairement par exemple aux tiques qui transmettent des maladies, eux, ils ne transmettent aucune maladie. Par contre, ils ont une action irritative qui est à l'origine de prurite, donc un cheval qui se gratte, avec des signes d'appel étant donc des squames, comme on le voit sur la photo de gauche en bas, ou des poils ébouriffés ou des dépilations irrégulières. Là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est peut-être pas. En fait, on voit des petites lentes, mais bon, on voit peut-être pas très très bien. Et donc là, je vous ai mis finalement sur le schéma de droite, je vous ai mis les zones préférentielles où on peut trouver, c'est principalement sur la ligne du dos, mais aussi sur les extrémités distales des membres. Donc c'est principalement en hiver et en début de printemps qu'on trouve des infestations par les poux. Et c'est une maladie qui est contagieuse, même si souvent enfin, tous les chevaux ne sont pas touchés, c'est plutôt les chevaux, soit les jeunes, soit les vieux, mais ça veut dire que potentiellement, si on a un lot de vieux chevaux, il faut peut-être isoler celui qui a des poux, s'il y en a encore qui sont sains, pour éviter que tout le monde ait des poux. Donc, rapidement sur le traitement, c'est des insecticides par voie locale. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la dermatophyllose, donc ce qu'on appelle classiquement la gale de boue, mais finalement la gale de boue c'est plutôt adapté quand finalement ce sont les extrémités distales des membres qui sont touchées. Mais finalement cette dermatophyllose, elle peut aussi toucher la ligne du dos, comme on le voit sur cette jument-là qui avait pris un petit peu la pluie et ensuite donc en fait la dermatophyllose, donc contrairement à ce qu'on peut penser avec ce terme de gale, c'est une infection bactérienne qui se traduit par des suintements, des croûtes, voire un gonflement. On peut avoir un engorgement et une boiterie quand les chevaux sont très atteints au niveau des extrémités distales. Et c'est principalement en hiver ou quand il y a des fortes pluies qu'on observe cette dermatophyllose. Et bien sûr, le traitement, en fait, c'est des désinfectants par voie locale. Ensuite, sur les tumeurs de la peau, donc finalement, donc on peut avoir effectivement un certain nombre de tumeurs chez le vieux cheval, à la fois des tumeurs internes, mais c'est vraiment les tumeurs de la peau qui sont les plus fréquentes, en particulier les mélanomes dermiques et les carcinomes épidermoïdes. Donc là, sur la photo de droite, vous avez donc un exemple de mélanome. Ce sont les chevaux donc gris qui sont prédisposés. Le plus souvent, ce sont des tumeurs qui sont bénignes. Euh, Après, de temps en temps, elles peuvent être malignes, c'est-à-dire se disséminer avec des cellules cancéreuses qui se disséminent dans l'ensemble de l'organisme. Et donc classiquement, on les voit donc à la face ventrale de la queue ou au niveau des organes génitaux externes. Et le principal problème, c'est qu'elles peuvent créer des gènes mécaniques. Donc il est important de les retirer quand c'est possible au plus tôt, parce qu'après c'est difficile dans ces endroits, parce que c'est à l'origine d'un délabrement de la peau important. Et puis on a les carcinomes épidermoïdes, principalement sur les chevaux à peau non pigmentée et qui sont exposés aux rayons UV et qui sont agressives mais localement, c'est-à-dire qu'elles ne se disséminent pas dans l'ensemble de l'organisme et qui touchent principalement la peau, l'œil et l'estomac. Ensuite, sur les signes respiratoires, il faut que j'avance un peu, je ne suis pas très en avance. Donc, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Ben, la présence de jetage, la présence de toux et toujours prendre la température quand on a un doute, puisqu'on l'a vu, les chevaux âgés ont une immunosénescence et donc sont plus sensibles aux infections. Donc, je vais vous parler principalement de l'asthme équin sévère, donc ce qu'on appelle la pousse ou l'emphysème. Et le nom maintenant qu'on doit utiliser, c'est l'asthme équin sévère. Il existe aussi un asthme équin modéré qui touche plutôt les jeunes chevaux. Donc, ça consiste en une inflammation des petites bronches, donc on appelle les bronchioles au niveau de l'appareil
respiratoire inférieur, donc les poumons. On a en fait du fait de cette inflammation à la fois des sécrétions qui sont importantes et un épaississement en fait de la paroi de ces bronchioles. Et de ce fait, lors d'asthme, on a finalement le diamètre de ces bronchioles devient très petit et en gros, c'est comme si le cheval respirait à travers une paille. Et donc, du coup, il doit faire des efforts expiratoires importants avec ce qu'on appelle donc une ligne de pouce qui est visible au niveau donc, de l'abdomen. Donc les facteurs de risque, bien évidemment, le facteur de risque principal, c'est les facteurs environnementaux, avec donc la poussière, les particules fines, les acariens, les moisissures et l'ammoniac qu'on trouve donc dans l'urine. C'est principalement des chevaux de plus de 7 ans qui sont concernés, avec finalement une augmentation de la prévalence de cette maladie avec l'âge, puisque du fait de son du fait qu'il est du fait que le poumon, au cours des années, va être soumis à tous ces agresseurs allergènes, va progressivement changer de morphologie. Et puis, il y aurait donc aussi une prédisposition génétique, même si pour l'instant, il n'y a pas de gène qui a été trouvé, mais, et ça serait normal, a priori plusieurs gènes et pas un seul gène qui est à l'origine de cette maladie, mais c'est sûr qu'il existe une prédisposition génétique. Donc, comment gérer donc cet environnement? Donc, ce qu'il faudrait proscrire, c'est l'hébergement, bien sûr, à l'intérieur et plutôt avoir un hébergement à l'extérieur. Et dans cet hébergement à l'extérieur, faire attention aux zones dénudées, notamment en été où il pourrait y avoir de la poussière. Donc, avoir une bonne gestion de l'enherbement. Si on est obligé de mettre son cheval à l'intérieur, je ne sais pas pour quelle raison, eh bien, de ce fait, il faudrait que le cheval ait un accès, une fenêtre qui donne vers l'extérieur et utiliser des litières peu poussiéreuses. Ce qu'il faut absolument éliminer, puisque la principale source d'allergènes, c'est bien le foin, et donc il faut préférer l'enrubané, qui en plus, l'intérêt pour les vieux chevaux, c'est que c'est aussi plus souple, donc plus facile à mastiquer et puis plus appétant, ou le foin traité à la vapeur, ou éventuellement trempé, mais pour des raisons sanitaires, c'est quand même un peu moins bien, et puis ça perd aussi de ses qualités nutritionnelles. Ensuite, sur les problèmes locomoteurs, donc ce qu'il faut surveiller, donc bien sûr, c'est la présence éventuellement de boiterie. Ce qui a été montré dans une étude anglaise, c'est que finalement, il y avait plus de 80% des chevaux qui présentaient une boiterie au trot, mais seulement 10% des propriétaires de chevaux avaient relevé cette boiterie. Donc c'est vrai que quand un cheval est au pré et qu'il n'est plus monté, on a tendance à moins se préoccuper de ces boiteries qui peuvent quand même altérer la qualité de vie des chevaux. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est la fréquence du couchage. S'il y a des chevaux qui sont pas bien, ils peuvent coucher plus fréquemment, voire à la limite, s'ils ont vraiment des problèmes locomoteurs importants, arrêter de se coucher parce qu'ils savent qu'ils ont du mal à se relever. Et aussi regarder les postures de soulagement au repos, comme on le voit sur la photo de gauche par exemple, qui peuvent être donc indicatrices de douleurs locomotrices. Donc juste, on va s'occuper juste de l'ostéoarthrose. J'ai un peu parlé de la fourbure tout à l'heure, qui n'est pas forcément plus fréquente chez les chevaux âgés, sauf chez ceux qui sont atteints du syndrome de Cushing. Donc si on regarde donc le schéma de gauche, on a donc une articulation saine avec donc notre os sous-chondral qui est d'épaisseur homogène. Et puis donc entourant cet os, on a donc notre cartilage qui participe à la mobilité de l'articulation. Pour lubrifier cette articulation et nourrir le cartilage, on a ici euh, donc le liquide articulaire sécrété par la membrane synoviale juste ici. En cas d'arthrose, là, vous m'entendez bien? En cas d'arthrose, eh bien, cet os sous-chondral va s'épaissir, voire créer des petits pics aux extrémités, ce qu'on appelle des ostéophytes, et avec des zones aussi de densification au niveau de l'os. On observe aussi
Un cartilage qui est aminci et qui perd de son élasticité, donc du coup, il ne joue plus son rôle d'amortisseur. Et puis, on a un épaississement, en fait, une inflammation de la membrane synoviale et un épaississement à l'origine qui sécrète en fait de liquide articulaire. Et c'est comme ça qu'on voit donc les distensions articulaires donc à l'œil nu. Euh, Voilà, donc la première chose avant de parler de médicaments, c'est pour gérer la douleur de ces chevaux arthrosiques. La première chose, bien évidemment, c'est le parage, puisque finalement, on va augmenter les douleurs. Plus on a des pieds longs ou un défaut d'aplomb, plus on va augmenter les douleurs sur les articulations. Bien sûr, la gestion du poids et plutôt avoir des chevaux plutôt minces, plutôt vers 2,5 dans l'idéal. Et puis favoriser un hébergement à l'extérieur pour que donc ces articulations fonctionnent en permanence et aussi pour favoriser la musculature, puisque sinon c'est un cercle vicieux. Le cheval marche moins et il a mal, donc du coup il se démuscle et du coup il est de plus en plus douloureux. Concernant donc les médicaments, donc finalement il y a à la fois des médicaments vétérinaires pour lesquels il faut pour la plupart une ordonnance et qui ont subi un certain nombre de tests pour vérifier leur innocuité et leur efficacité. On a aussi un certain nombre de compléments alimentaires pour lesquels il n'y a pas besoin d'ordonnance et qui ont fait l'objet souvent d'études que les médicaments vétérinaires. Donc, on distingue les chondroprotecteurs, donc qui vont protéger et nourrir le cartilage. Donc, par exemple, la chondroïtine, glucosamine, un certain nombre de choses qu'on voit dans les médicaments et les compléments alimentaires. On peut avoir aussi des acides gras qui, en fait, ont des propriétés anti-inflammatoires. C'est par exemple l'exemple de l'ARA bêta-3000 qui est souvent utilisé en équine, bien qu'il n'y ait pas d'AMM pour les équidés. On peut bien évidemment utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens et il y a un certain nombre de plantes qui sont présents dans les compléments alimentaires qui ont des propriétés soit anti-inflammatoires, antioxydantes et ou antalgiques, comme les rhizomes de curcuma, les racines d'arpadophytum, les écorces de yucca, de saule ou la résine de Boswellia serrata. Malheureusement, même si il y a quelques études, mais c'est souvent des études plutôt soit des études in vitro, donc sur des cellules, soit des études in vivo, mais plutôt chez le rat et chez l'homme. Et on a quelques études chez les équidés, mais souvent avec un faible nombre d'équidés dans les études. Donc c'est difficile de faire des conclusions et je pense qu'il est intéressant de tester des médicaments et voir si ça marche ou pas chez son cheval. Je vais un petit peu augmenter la cadence, je suis en retard. Donc ensuite sur l'amaigrissement et les problèmes dentaires, donc ce qui est très important, c'est de suivre la note d'état corporel, d'autant plus chez le vieux cheval pour lequel on peut se tromper parce qu'on a cette fonte musculaire de la ligne du dos et ce relâchement musculaire au niveau de la sangle abdominale avec parfois des chevaux qui ont un peu un gros ventre. Et donc, pour ne pas se tromper, c'est important donc de mesurer l'embonpoint du cheval en faisant donc une note d'état corporel. Donc ça, j'imagine que vous savez qu'il y a un outil de simulation qui est disponible sur le site de l'IFCE et il y a une webconférence associée pour vous aider à la mettre en place. Donc l'optimum, il se situe entre 2,5 et 3,5, donc ça va de 0 à 5. Après, chez un vieux cheval, on peut accepter jusqu'à 4, notamment en automne, puisque ces chevaux ont tendance souvent à maigrir un peu plus pendant l'hiver. Donc, ça peut être bien de stocker un petit peu de gras avant cette période. Donc finalement, on se pose souvent donc sur l'adaptation de l'aliment. Je vous invite encore une fois à regarder la webconférence de Alexandre. Je vais aller très rapidement. Finalement, un cheval qui est en bon état corporel et qui mange correctement son foin n'a pas besoin d'un aliment spécifique et peut être alimenté de la même façon qu'un cheval adulte plus jeune. La première chose à faire quand il y a un amaigrissement, c'est pas d'adapter tout de suite le régime alimentaire, mais d'écarter des problèmes dentaires qui sont la première cause d'amaigrissement chez les vieux chevaux. Ça peut être la cause, peut être aussi en fait des douleurs chroniques.
notamment l'arthrose. Donc la douleur en elle-même fait maigrir, et puis aussi un cheval qui a du mal à se déplacer et donc qui peut-être mange moins. Ou encore le syndrome de Cushing. Mais il y en a une multitude, ça c'est les plus fréquentes. Et seulement si on a écarté ces causes d'amaigrissement, ensuite on réfléchit seulement à est-ce qu'il faut adapter ou pas le régime alimentaire. Et ça, je passe. C'est très bien expliqué dans la webconférence d'Alexandre. Sur les problèmes donc dentaires, bien évidemment, la première chose, c'est qu'on a une usure progressive de la table dentaire. On peut aussi avoir un certain nombre de problèmes liés aux vieux chevaux, notamment les pertes de dents qui sont très embêtantes chez les chevaux, puisque en fait la dent opposée va pousser énormément et donc du coup le système de mastication va être impossible à se mettre en place. Donc il y a un certain nombre de problèmes dentaires qui peuvent arriver, qui soit provoquent des douleurs à la préhension et à la mastication ou baissent l'efficacité de la mastication et sont à l'origine d'amaigrissement, mais aussi d'obstruction œsophagienne ou d'impaction de l'intestin. Donc c'est important de surveiller régulièrement les repas du vieux cheval, regarder s'il fait notamment des boulettes d'herbe ou encore s'il stocke au niveau de la bouche de l'herbe, par exemple, ou si juste il a il mastique plus lentement et du coup il n'a pas le temps de finir son repas parce qu'il y a les autres qui viennent et donc les soins dentaires, au minimum, c'est une fois par an pour l'homme, c'est une fois par an pour les vieux chevaux, mais ça, c'est un petit peu la même chose que pour chez les jeunes. Et si vraiment il y a des problèmes importants, ça sera plus de 2 fois par an et chez les chevaux de plus de 30 ans aussi. Ce qui a été montré dans l'étude anglaise, la même étude, c'est que sur 69 chevaux de plus de 30 ans qu'ils avaient observés, 100% des équidés avaient au moins un problème dentaire et souvent plusieurs problèmes dentaires associés. Ensuite, sur le fait de mettre donc une couverture à son vieux cheval, donc on sait que la zone de confort thermique est située chez le cheval est située entre 5 et 25 degrés et qu'en dessous de 5 degrés, eh bien l'organisme devra produire de l'énergie pour avoir une température stable. Donc, ce qui est important, c'est d'attendre la pousse du poil en automne et de ne pas couvrir trop tôt parce que sinon le poil risque de mal pousser et de ne pas être efficace pour la thermorégulation. Cette thermorégulation, elle dépend aussi de la conformation et de l'épaisseur de la peau. Donc forcément, un poney qui est beaucoup plus compact, je sais pas qu'un pur sang par exemple, ça sera plus adapté au froid. Et finalement, ça dépend un peu de l'état corporel en automne. Finalement, si l'état corporel est de plus de 3 en automne et que le cheval n'a pas tendance à maigrir en hiver, d'après les données des années précédentes, il n'y aura pas forcément besoin de mettre une couverture. Après, c'est sûr que ça me paraît indispensable pour un cheval qui est déjà faible d'état à l'automne, puisque ça va permettre de réduire l'amaigrissement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, les chevaux âgés sont plus sensibles aux infections. C'est important de les vacciner et aussi de les vermifuger régulièrement. Euh, la maladie donc de Cushing est très fréquente chez les chevaux âgés. Plus de 40% des chevaux de plus de 30 ans sont atteints par cette maladie qui peut vraiment réduire leur qualité de vie. Donc, c'est très important de diagnostiquer et traiter très précocement cette maladie, même si on ne peut pas la guérir. Ensuite, pour les douleurs ostéo-articulaires, donc même si le cheval n'est pas monté, on a vu que finalement la plupart des chevaux avaient au moins les chevaux âgés avaient au moins une boiterie sur un membre. Et donc là, juste ce qui a été montré aussi donc dans l'étude anglaise, c'est que les chevaux âgés avaient un parage beaucoup moins régulier que les jeunes chevaux. Et pourtant, le parage dans un premier temps, avant de parler de médicaments, ça me semble être la condition sine qua non pour gérer la douleur. Et ensuite, avoir un suivi dentaire très important, puisque les problèmes dentaires sont la première cause d'amaigrissement chronique chez le cheval.